Dans le milieu de la course automobile, il y a des événements qui se distinguent des autres, et particulièrement 3 d'entre eux. Le Grand Prix Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Et parmi ces 3, il y en a un qui est au-dessus des autres. Aucune épreuve automobile n'attire autant de monde, autant de passion que les 24 heures du Mans. De 1923 à 2023, c'est 100 ans d'existence, 100 ans de folie, 100 ans d'histoire. Reprenons le fil de notre récit avec cette dernière partie, on vous souhaite un bon épisode. Les agissements de Bernie Ecclestone et de Jean-Marie Balestre avec le Sport 3 Litre 5 a détruit le championnat du monde d'endurance. Et pour éviter que les 24 heures du Mans disparaissent à leur tour, l'ACO reprend le contrôle de sa course à partir de 93. 1991 et 1992 ont démontré que cette catégorie, qui pourtant nous offre des voitures mythiques, ne pouvait pas marcher pour l'endurance. Le plateau est passé de 55 voitures à la fin des années 80 à 28. C'est dans ce contexte que Peugeot a remporté sa première victoire au Mans, replaçant donc la France au sommet depuis 1980 et Rondeau. Pour 93, l'ACO organise seule sa course et les règlements sont réadaptés. Et ouais, plus de championnat du monde, il faut donc tout reconstruire. Bien qu'elles incarnent une époque douloureuse, les Sport 3 Litre 5 sont acceptés une année de plus. Les groupes C sont de retour, tout comme les GT qui avaient quitté la grille de départ durant les années 80. Comme on pouvait s'y attendre, Peugeot répond présent et assume son statut de favori malgré des Toyota TS010 redoutables. Mais les japonaises manquent de fiabilité. La marque Olion ne fait pas que remporter les 24 heures du Mans 93, il réalise le triplé. La numéro 3 des jeunes Eric Hellary, Geoff Brabham et Christophe Bouchu, devant la numéro 1 de Boutsen d'Almas Fabi, et la numéro 2 de Alio Baldi Jabouille. C'était donc la dernière année du Sport 3 Litre 5. Chose importante à noter, en 1993, il y avait un nouveau speaker, Bruno Vandestick. Oui Jules, tu as raison, il débute en 93 et je peux te dire une chose, c'est que vers 20 h le samedi soir, lorsque Thierry Boutsen sur sa Peugeot 905 et Eddie Irvine sur sa Toyota TS010 se sont retrouvés roue dans roue et se sont affrontés durant tout un relais, Bruno nous a fait vivre ça de manière magique, il y avait une ambiance électrique dans la cabine speaker. Si je peux t'en parler aussi facilement, c'est parce que moi aussi, en 93, je débute en tant que média, je me retrouve en cabine speaker au sein de l'association Infocourse, aux côtés de tous les speakers de l'époque, Bruno, Philippe Debarle, Marc Arnoldi, Thierry Déhan, depuis il y a eu Vincent Chirouti, enfin j'en oublie peut-être. On était au 5e étage du module sportif avec une vue sur la piste dingue, c'était juste magique d'avoir la chance d'être à ce poste-là et ça a duré 15 ans. En 1994, Le Mans est méconnaissable. Ce sont les GT qui font la majorité de la grille de départ. Nous avons la catégorie GT2, semblable à celle que nous avons aujourd'hui, mais surtout, façon de parler, la catégorie GT1, bien plus agressive. Côté proto, nous avons les LMP1. Pour pouvoir concourir dans la catégorie GT, vous imaginez bien que votre voiture doit être homologuée pour la route. À ce petit jeu-là, Max Welty et ses ingénieurs de l'usine Porsche vont se montrer les plus malins. Parce que vous vous doutez bien que pouvoir rouler dans la catégorie GT avec une Porsche 962, évidemment, c'est impossible. Ben si. En fait, ils vont avoir tout simplement l'idée de s'appuyer sur la version route homologuée par Jochen Dauer de la Porsche 962. Et ouais, le problème est contourné. Sous le nom d'équipe Le Mans Porsche Team et sous l'appellation de voiture Dauer Porsche 962 LM, 2 voitures sont engagées. Les ingénieurs viennent de l'usine, les mécanos viennent de chez Joest, les pilotes viennent de l'usine, les voitures ont été préparées à l'usine. Ouais, c'est un engagement d'usine qui cache son nom, mais c'en est un. D'ailleurs, ce sont bel et bien 3 véritables châssis 962C qui ont servi à la préparation des Dauer en vue du Mans. Une aérodynamique très amoindrie par le règlement de 1994, un flat 6 bridé à 600 chevaux, des pneus limités à 14 pouces de large, cela explique que ces Dauer 962 étaient bien moins performantes que les Porsche 962 de la meilleure époque. Mais elles demeuraient indéniablement un atout très fort dans la poche de Porsche. C'est une esbrouffe monumentale, mais nous sommes dans le flou après une période ô combien difficile. Cette Dauer va donc concurrencer les LMP1 dont les meilleurs représentants sont les Toyota 94CV. Les Japonais espèrent enfin décrocher leur première victoire. On retrouve également les Cougar chez qui roule un vestige des années 60, j'ai nommé Henri Pescarolo, la légende.
toujours là, hein, éternel amoureux des 24 heures du Mans. On peut voir également une Kramer K8 Spider engagée par Gulf en personne. Si vous trouvez les couleurs de Gulf bizarres, eh bien dites-vous bien que sont là les vraies couleurs du pétrolier. On retrouve également quelques WR LM93 qui sont des 905 Spider réadaptés par Gérard Velter. Bref, comme on vous a dit, Le Mans est méconnaissable. Toyota mènera une bonne partie de la course. Alors qu'on pensait qu'Irvine Martini-Cross-Neuf sur la Toyota numéro 1 se dirigeait vers la victoire, la Doer de Dalmas Heywood Baldy reprendra la tête en fin d'épreuve. L'Esbrouf aura fonctionné jusqu'au bout et Porsche remporte une nouvelle victoire sous couverture de Doer. Mais c'est bel et bien une 13e victoire pour la marque de Stuttgart. Cette édition de 1994 était en fait un prémisse de ce que nous allons voir par la suite. En 1995, de nouvelles GT arrivent. Celles-ci vont révolutionner les 24 heures du Mans. Ce sont les McLaren F1 GTR issus du championnat BPR. Sur 7 McLaren, aucune n'est engagée à titre officiel, ce ne sont que des équipes privées. Et malgré d'autres voitures en GT1 comme la Nissan Skyline ou les Ferrari F40, ce sont ces McLaren F1 qui semblent être les meilleures cartes de la catégorie, vu que la Doer n'est plus là. Cela dit, les favoris au général sont les protos. Les WR, les Kramer Porsche ou les Courage sont les favoris. Notez que Cougar est devenu Courage. En fait, au début, Yves Courage ne voulait pas donner son nom à ses voitures. Les WR sont plus rapides en qualification. Le début de course donne raison aux protos qui s'échappent au nombre de 4. Les deux WR, la Courage Porsche d'Elari Andretti Volek et la Courage Chevrolet de Pescarolo Lagorce Bernard. Mais cette dernière abandonnera rapidement. Ces protos sont plus rapides, mais les GT consomment moins. Sur la durée, ça peut avoir son importance. La pluie fait son apparition et il se trouve que l'écart de performance est gommé. Les McLaren prennent les commandes de l'épreuve. De plus, les WR partent à la faute. Patrick Godin sur la 8 sera d'ailleurs transporté à l'hôpital quand la numéro 9 perdra énormément de temps au stand pour réparer. Ne reste plus que la Courage Porsche pour les protos, mais Mario Andretti partira à la faute et perdra 25 minutes. McLaren, qui découvre les 24 heures du Mans, se retrouve avec 4 voitures en tête de la course. Cette édition devient une bataille fratricide et 2 de ces F1 GTR se battront en duel pour la victoire. La 59 du Kokusai Kaihatsu avec à son volant Dalmas Leto Sekiya et la 51 du Harrods Mac One Racing d'Andy Wallace, Derek et Justin Bell. Ces deux voitures s'échangeront les positions en plusieurs reprises, mais en fin de course, la 59 a des problèmes de frein et s'arrête au stand pour réparer. La 51 se dirige alors vers la victoire. Derek Bell est sur le point d'égaler les 6 victoires de son ex-équipier Jackie Hicks. Mais ce n'est pas fini, car la 51 a de gros soucis d'embrayage. JJ Leto attaque et remonte sur Derek Bell. Et à moins de 30 minutes de la fin, la 59 reprend la tête de la course. C'est terrible pour la 51 qui perdra même la 2e place au profit de la Courage Porsche revenue de loin. McLaren remporte les 24 heures du Mans de sa première participation au terme d'une course mythique. Yannick Dalmas décroche la victoire une 3e fois en 4 éditions. Et il faut dire que cette McLaren va donner des idées à l'ACO. Cette victoire de la McLaren en 95 va donner des idées, et puisqu'il suffit de promettre à l'ACO qu'on va fabriquer 25 exemplaires d'une voiture pour l'homologuer, Porsche décide de se lancer avec sa 911 GT1. Mais ce n'est pas tout. C'est également le retour de 2 autres grands noms de l'endurance de la décennie précédente. TWR tout d'abord, donc l'équipe de Tom Walkinshaw. Elle s'est associée à Porsche pour sortir les TWR Porsche, qui sont elles-mêmes basées sur les travaux de Ross Brawn quand il avait conçu la Jaguar XJR 14, qui elle-même a servi de base à la Mazda MX-R 01 de 1992. Vous suivez? Ces TWR Porsche sont engagés par le Yost Racing. En plus de ces deux voitures, on retrouve les Courage Porsche C36, les WR, mais aussi bien évidemment les tenantes du titre, les McLaren F1 GTR. Mais on trouve également d'autres voitures comme la Ferrari F40, ouais, enfin des F40 au Mans. On trouve également des Nissan Skyline, on trouve des Honda NSX engagés par les frères Kremer, mais on trouve aussi une Ferrari 333 SP. Ceci dit, les favoris, on vous les a cités juste avant. On note aussi qu'en 1996, Henri Pescarolo devient patron pilote. Il est maintenant le dirigeant de la filière Elf, qui est renommée tout simplement la filière. Ainsi, il fera débuter dans la Sarthe de jeunes pilotes comme Emmanuel Collard, Franck Montagny ou encore Sébastien Bourdet. Mais gardons ça de côté pour le moment. Alors qu'on imagine les Porsche 911 GT1 prendre facilement la victoire, il se trouve que les TWR prennent l'ascendant et plus particulièrement la numéro 7 de Jones Reuter-Wurz. Malgré quelques soucis, ce trio remporte la course. Quelque peu sous-estimé, les TWR se sont montrés redoutables sur 24 heures et la 7 devance 2 Porsche 911 GT1. 1997 est dans la continuité de 1996. Les 911 GT1 sont données favorites, mais attention aux TWR qui ne sont pas à sous-estimer.
particulièrement la numéro 7 qui compte parmi ses pilotes 2 anciens de chez Ferrari en F1, le vice-champion du monde 85 Michele Alboreto et son ancien équipier, l'éternel second Stefan Johansson. Pour le 3e pilote, on retrouve un débutant, un Danois du nom de Tom Kristensen. Ce dernier est jeune et il aura du mal à imposer ses vues concernant la mise au point de la voiture. Reinholdius lui dit que chez lui, c'est le pilote le plus rapide qui décide. Et le plus rapide, c'est Michele Alboreto, puisque c'est lui qui signe la pole position. Sauf que pendant la course, Tom Kristensen fait parler son talent. Après un premier relais dans la soirée qui matche les performances de Michele Alboreto, son passage de nuit et celui du dimanche seront étincelants. Le Danois écrase la concurrence en enchaînant les records du tour. Il permet à son équipage de remonter sur les 911 GT1 et même de prendre la tête. Tom Kristensen est le héros de son équipe qui remporte les 24 heures du Mans 1997. Le Yost Racing est de nouveau victorieux en battant les officiels Porsche, comme en 84, 85 et 96. Solide. Mais ça reste une victoire Porsche, la 15e dans la Sarthe. Les amateurs de l'endurance savent que les crus de 98 et 99 sont divins. Peut-être les 2 meilleures années des 24 heures du Mans. Posons les bases. Le championnat BPR GT a donné le FIA GT1, et c'est un coup de boost pour la catégorie. Tenez-vous bien, vous allez bander. Porsche fait drastiquement évoluer sa 911 GT1, sans doute vexé par 2 échecs cuisants. Ces nouvelles lignes sont reconnaissables entre mille. McLaren est toujours présent avec ses F1 GTR Longtail. Littéralement, longue queue. On est dans le champ lexical. Nissan, présent depuis plusieurs années, arrive avec sa R390 évoluée, mais surtout, 2 voitures vont devenir les symboles de cette réglementation. 1998 marque le retour de Mercedes dans la Sarthe. Si la marque à l'étoile était revenue avec Sauber, ce n'était qu'en tant que motoriste. Là, c'est un retour complet et cela se fait avec la CLK GTR, qui deviendra la CLK LM. Puis, nous avons la voiture qui va donner le ton à tous les autres protos qui vont suivre. Oui, c'est officiellement une GT, mais Toyota a joué avec la limite du règlement pour pondre la Toyota GT1. Développée depuis 1997 et conçue entre autres par l'ingénieur André de Cortanze avec les technologies les plus modernes de l'époque. Ces lignes sont très avant-gardistes. Après avoir laissé échapper les éditions 92, 93 et 94, Toyota espère bien marquer son nom au palmarès. De plus, en GT1, nous avons 2 panneaux espérantes qui marqueront le public pour leur moteur V8 6 litres. Côté proto, nous avons toujours les courages avec notamment l'éternel Henri Pescarolo qui va disputer ses 32e 24 heures du Mans. C'est un record. On peut toujours citer les Ferrari 333 SP, la Kremer K8, la Porsche TWR, toujours là, mais renommée Porsche LMP1 98, mais surtout, on a l'arrivée de BMW avec la V12 LM. Bref, vous constatez qu'on a mis pas mal de temps à vous lister tous ces constructeurs et on a volontairement rien dit sur le GT2. En gros, vous avez la Porsche 911 qui représente le mieux cette catégorie. Après plusieurs années de reconstruction, les 24 heures du Mans ont retrouvé une identité et ils sont de nouveau très populaires. En qualification, une tendance se dessine et 2 constructeurs émergent. Mercedes et Toyota semblent au-dessus de la mêlée. Mais attention, parce que quasiment toutes ces voitures sont nouvelles. Toyota et Mercedes s'échappent en début de course, tandis que la BMW numéro 2 de Martini, Winkelhock et Cecotto s'accroche avec une courage et perd beaucoup de temps. Mais le premier vrai rebondissement intervient après un peu plus d'1 heure de course, lorsque la Mercedes numéro 35 de Schneider, Ludwig et Weber s'arrête pour problème de pompe à huile. 45 minutes plus tard, incroyable, c'est au tour de celle de Bouchu, Gounon, Zonta d'abandonner pour la même raison. Ces Mercedes CLK qui dominent tout en FIA GT1 abandonnent après seulement 2 heures de course, c'est une humiliation. Chez Toyota, tout n'est pas rose non plus. La 29 est solidement installée en tête, mais la 28 perd beaucoup de temps dans les stands sur des problèmes de frein. Quant à la 27 du trio japonais, c'est un problème de boîte de vitesse qui les retarde. Enfin, les BMW se retirent sur des problèmes de vibration qui affectent la sécurité de la voiture, c'est une hécatombe. Porsche se retrouve alors en challenger principal de Toyota. Les Allemandes sont moins rapides mais consomment beaucoup moins. La Toyota est ralentie par un problème de transmission. La Porsche numéro 25 de Müller-Elsen-Wolek prend la tête devant l'autre Porsche, la 26 de Aiello McNee-Shortelli. Bob Wolek, on n'en a pas parlé plus que ça dans notre série, mais c'est une légende du Mans. Cet ancien skieur s'est fait sa place progressivement au prix de très belles performances. Il a débuté en 68 avec Alpine, mais a également connu Matra, Porsche avec les 935, 936, 956 et 962, mais aussi Jaguar avec les XJR12 et Toyota avec les 94 CV. Donc des voitures qui ont gagné ou qui ont été capables de gagner. Alors elle est où sa victoire? Effectivement, c'est une anomalie. Bob est l'un des pilotes les plus méritants au Mans. Deuxième en 78, 95 et 96 et troisième en 89, ainsi qu'à plusieurs reprises leader de la course.
parfois confortablement, mais jamais victorieux. En 98, il se retrouve une nouvelle fois aux commandes de l'épreuve et le public, qui soutient depuis plusieurs années Wolek, saurait reconnaître la grandeur de sa victoire. Et sa victoire semble se profiler quand, à 6h du matin, sous la pluie, la voiture sœur à leur deuxième sort à la première chicane d'une Audière. Mais la 25 de Wolek n'est pas épargnée et victime de surchauffe moteur. C'est donc la Toyota numéro 29 qui reprend la tête avec 3 tours d'avance. Alors ça va être la première victoire de Toyota. Oui, mais non. La boîte de vitesse leur fait encore défaut. Avec cette redistribution des cartes, c'est la 26 qui reprend la tête devant la Toyota et la Porsche numéro 25. Les Nissan ne sont pas loin, mais finalement, la boîte de la Toyota numéro 29 rend définitivement l'âme. C'est terminé pour Toyota. C'est donc un duel Porsche, la 26 devant la 25. Mais il n'y aura pas de retournement de situation et Bob Wollek ne gagnera pas l'édition de 1998. Il s'agit de la 16e victoire de Porsche aux 24 heures du Mans. Wollek prend une 4e deuxième place. Son 5e et dernier podium dans la Sarthe. Il ne remportera jamais les 24 heures du Mans, mais il participera une 30e et dernière fois en 2000. Hélas, il aurait pu en faire d'autres si le 16 mars 2001, la veille des 12 heures de Sebring auxquelles il devait participer, un camion ne l'avait pas renversé de son vélo, provoquant le décès d'une légende française du sport automobile. En son hommage, l'ACO renommera la tribune 22 au début de la ligne droite des stands, la tribune Wollek. Enchaînons avec 1999 où Toyota compte bien se racheter de 1998. Et Mercedes aussi d'ailleurs, soit dit en passant. Mais il y a du mouvement. Tout d'abord, c'est Porsche qui se retire du GT1. D'ailleurs, le GT1, il disparaît, il change d'appellation, il devient le LM GTP et ça s'accompagne de la fin de l'obligation d'homologuer une voiture pour la route pour s'engager dans cette catégorie. De son côté, le LMP1 devient le LMP, tout simplement. Avec cette nouvelle réglementation technique, les bolides deviennent plus extrêmes. Toyota fait évoluer sa GT1 et Mercedes délaisse sa CLK pour la sublime CLR. Troisième en 1990 avec sa R390 confiée à Suzuki Hoshino Kageyama, premier trio japonais sur le podium, Nissan change de catégorie. Place donc au R391 désormais engagé en LMP. Même transfert de catégorie pour Panoz qui sort la mythique LMP1 Roadster avec leur énorme bruit à l'américaine. Quant à BMW, la firme bavaroise fait largement évoluer sa V12 LM en V12 LMR bien plus agressive et bien plus moderne. Et en 1999, dans un contexte déjà très relevé, on accueille un tout nouveau constructeur. En lieu et place de Porsche parti, c'est un autre constructeur du groupe Volkswagen qui nous rejoint, Audi. Et attention, l'arrivée d'Audi en 1999, je vous assure que c'est pas piqué des verres. Audi débarque en force au Mans avec 4 voitures engagées. 2 LMP, les R8R, sont confiés au Yost Racing et 2 LMGTP, les R8C, sont confiés à l'équipe de Richard Lloyd. Pour la marque Osano, c'est un test pour savoir sur quelle voiture il faudra concentrer ses efforts à l'avenir. Audi, en 1999, ce ne sont pas que des efforts techniques, c'est aussi un effort marketing démesuré. Ainsi, la structure d'accueil VIP au Ford voit le jour, elle est grande comme un terrain de foot. Je n'en revenais pas en visitant cette structure. Fruit du partenariat avec le constructeur japonais, l'une des Courage officielles est devenue une véritable Nissan. Mais chez Courage, on trouve également un team un peu spécial, le Pescarolo Promotion Racing Team, fruit de la filière Elf. Au volant de cette voiture, on retrouve Henri Pescarolo, associé à Michel Ferté et Patrice Gay. Henri vit là ses 33e et dernières 24 heures du Mans. À 56 ans, ce pilote légendaire français du Mans, victorieux à 4 reprises et détenteur du record de participation, fait sa tournée d'adieu. Mais revenons aux favoris. Les essais libres sont marqués par le décollage de la Mercedes CLR numéro 4 avec à son bord Mark Webber. Un en essai libre et un autre au warm-up, à chaque fois sur la bosse de Mulsanne. En fait, c'est un problème aérodynamique sur la Mercedes où l'air s'engouffre dessous, ça crée une surpression et du coup ça s'envole. Heureusement pour l'Australien, il s'en sort sans trop de bobos. Mais sa voiture, la numéro 4, ne prendra pas le départ. Toyota est confiant pour cette édition et écrase la concurrence en qualification avec Martin Brundle. En revanche, en course, les Japonaises ne s'échappent pas. Les flèches d'argent les prennent en chasse. Les BMW ne sont pas loin également. Mais cette course n'est pas surnommée l'édition du siècle pour rien. En début de soirée, il se produit l'un des accidents les plus connus du sport auto. Peter Dumbrek, sur la Mercedes numéro 5, s'envole dans la ligne droite emmenant à Indianapolis. Le Britannique atterrit dans les arbres mais s'en sort miraculeusement.
Mercedes rappelle alors la numéro 6 pilotée par Frank Lagorce et la marque à l'étoile se retire. En 2 éditions avec une voiture très prometteuse, ils n'ont pas passé le cap des 6 heures de course. C'est une humiliation pour le constructeur allemand qui quitte la catégorie reine. Toujours dans la soirée, les Toyota de tête sont victimes de plusieurs problèmes et c'est la BMW numéro 17 de Christensen, Leto, Müller qui prend les commandes. Vers 22 h, Martin Brundle sort de la piste à la première chicane à cause d'une crevaison. C'est l'abandon. Puis vers 3 h du matin, alors à la lutte avec la BMW de tête, la Toyota de Thierry Boutsen s'accroche avec une Porsche GT2 et sort violemment de la piste. Sa GT1 est détruite. BMW se retrouve alors en tête de la course et les Toyota censés jouer la gagne sont hors jeu. On demande alors à la numéro 3 du trio japonais, Katayama, Suzuki, Tsuchiya, de tout donner pour remonter. Les Nippons se montreront héroïques, mais il faudra plus que de la bonne volonté pour s'imposer. Et en fin d'épreuve, la BMW de tête, la 17, alors pilotée par JJ Leto, sort de la piste, et c'est la numéro 15 de Dalmas, Martini et Winkelhock qui prend la relève. Tom Christensen, qui se dirigeait vers sa 2e victoire, est abattu. Comme il le dit si bien, c'est un peu comme si tu dansais toute la nuit avec la plus belle fille, mais qu'au matin, elle partait avec ton frère. Pour Toyota, cet abandon est une aubaine, mais la BMW numéro 15 est hors de portée à la régulière. Il faut alors un coup du sort pour aller chercher cette première victoire au Mans. Mais c'est la Toyota qui subit une crevaison à pleine vitesse, saluant la dextérité de Katayama qui tient sa voiture. C'est plié pour Toyota qui devra se contenter d'une énième 2e place. BMW remporte les 24 heures du Mans 1999 et alors qu'Henri Pescarolo termine sa 33e et dernière participation au Mans à la 9e place, Yannick Dalmas l'égale avec 4 victoires. Ils sont maintenant 2 Français à se partager ce record. 3e et 4e, on retrouve les 2 Audi R8R. La marque Ozano sait maintenant quelle voiture choisir. Après 2 éditions légendaires, Le Mans s'apprête à sombrer dans la monotonie à partir de 2000. C'est une véritable catastrophe. Tous les constructeurs s'en vont. Toyota et Mercedes se retirent du LMGTP. Nissan et BMW, quant à eux, se retirent du LMP. Il ne reste plus qu'Audi. Les catégories sont aussi renommées. Le LMP devient le LMP 900, puis deviendra par la suite le LMP1. La petite catégorie, c'est le LMP 675 qui deviendra ensuite le LMP2. Et du côté des GT, elles sont remaniées en GT1 et GT2 pour plus de clarté. Avec la fuite de tous ces constructeurs et une nouvelle voiture redoutable, la R8, Audi est donc le grand favori. Le docteur Wolfgang Ulrich dirige le programme sportif de la marque et cette dernière est engagée en endurance avec le soutien du Jost Racing, donc avec Reinhold Jost. L'édition de 2000 est outrageusement dominée par la marque Ozano qui s'impose avec le trio Christensen, Bila, Pirot. C'est même un triplé avec la numéro 9 de Aiello McNish-Ortelli, le trio vainqueur 2 années plus tôt. Et enfin la numéro 7 de Abt Capello Alboreto. En 2001, on accueille le retour d'un nom légendaire qui va représenter à elle seule la catégorie GTP. J'ai nommé Bentley avec la Speed 8. Pour rappel, Bentley c'est 5 victoires au Mans au début de cette course. Audi reste les favoris, mais il faut se méfier de cette Speed 8 qui est en fait une Audi R8C réadaptée. Les relations entre Bentley et Audi sont étroites. La pluie au départ donne beaucoup de suspense et tous les pilotes sont en difficulté. Mais malgré cette agitation du début, une voiture sort du lot. La numéro 1 de Christensen, Biella, Pirot. En 2002 en revanche, c'est une domination totale. Nouveau triplé d'Audi avec au sommet la numéro 1 de Christensen, Biella, Pirot qui devient le premier équipage à gagner le Mans 3 fois d'affilée. Encore eux. 4e victoire pour Tom Christensen qui s'impose comme la tête d'affiche d'Audi. Mais en 2003, politique de groupe oblige, une alliance va se former. Audi se retire officiellement pour laisser la place à Bentley. Le Jost Racing, l'équipe qui gagne tout, va aider Bentley à aller chercher son 6e succès. Les pilotes Audi officiels sont également rapatriés chez Bentley. C'est ainsi que Tom Christensen se retrouve sur la numéro 7 avec Dindo Capello et Guy Smith. Cette voiture ira remporter l'édition de 2003 et Tom Christensen n'est désormais plus qu'à une seule longueur du recordman Jackie X. Quant à Bentley, ils remportent donc leur 6e trophée au Mans, 73 ans après leur dernière victoire. Et ils se retirent immédiatement de la course. Christensen et Capello retrouvent alors Audi en 2004. Il y a pas mal de R8, mais aucune officielle. Tom Christensen est évidemment très observé car il pourrait égaler le record de Jackie X. Toujours associé à Dindo Capello, les 2 hommes sont accompagnés par Seiji Hara pour le compte de l'équipe japonaise, le Audi Sport Japan Team Go. Même si les autres Audi R8 ne sont pas loin derrière, Jackie X est bel et bien égalé par le Danois Tom Christensen. Et il n'est pas seulement égalé, ce record qu'on pensait imbattable tombe en 2005. Cette fois, Tom roule pour le team américain ADT Champion Racing avec Marco Werner et JJ Leto. Il remporte une 7e fois les 24 heures du Mans. Tom Christensen est le nouveau visage de cette course et Audi remporte une 5e fois les 24 heures en 6 éditions.
C'est bien évidemment lassant parce que voir un constructeur enchaîner les victoires comme ça, c'est chiant, mais il faut dire qu'en 2005, Audi, ils étaient pas sereins. Revenons un peu en arrière. Avec la domination de la marque Ozzano et la certitude que la victoire leur reviendra, le public s'est vite lassé. Mais heureusement, juste derrière, de belles histoires se sont écrites. On peut notamment penser à Oreca, mais on peut aussi penser à MG et enfin, évidemment, on pense à Pescarolo Sport. Sitôt le casque raccroché, Henri a lancé son équipe avec la collaboration de Courage. C'est en 2000 que l'équipe Pescarolo Sport débute au Mans. Avec Olivier Grouillard, Emmanuel Clérico et Sébastien Bourdet, pilote Manceau, il termine 4e de la course. Très populaire, cette équipe aura du mal en 2001 et 2002. Il y a du progrès en 2003, mais c'est surtout à partir de 2004, au moment où Pescarolo prend réellement le contrôle de la fabrication de ses châssis et qu'il passe au moteur Judd, que les progrès sont le plus sensibles. Ainsi, il termine de nouveau à la 4e position de la course avec Ayari, Comas, Tréluyer. Mais en 2005, Pescarolo Sport a toutes les cartes en main pour gagner. Pour des raisons réglementaires, les Audi R8 stagnent en performance, tandis que les C60 de Pescarolo Sport se montrent les plus rapides. C'est l'année ou jamais pour Henri Pescarolo qui en plus marque le coup en engageant le champion du monde des rallyes Sébastien Loeb sur la 2e voiture. Le pilote Citroën montrera un beau rythme durant l'épreuve. Les Verts mèneront le début de course, mais des problèmes de boîte de vitesse et d'autres petits problèmes variés rendront l'avantage à Audi. Henri échoue tristement à la seconde place à seulement un tour de l'Audi victorieuse. Imaginez s'il avait remporté la course avec son équipe. Ça aurait été fou. Petit point sur le circuit de la Sarthe qui a évolué. En 2000, pour répondre au décollage, au pluriel, de Mark Webber, la bosse de Mulsanne a été rabotée. Et en 2002, pour répondre aux exigences de la FIM, la Fédération Internationale du Motocyclisme, une courbe est ajoutée après la passerelle Dunlop. Ces travaux entraînent la destruction de la chapelle qui est présente depuis 1932. Et en 2006, toujours sur demande de la FIM, la courbe Dunlop est modifiée pour prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Et en 2007, le virage du Tertre Rouge est ouvert et les stands accueillent 9 nouveaux box. Ce qui porte son nombre à 55. Le 56e sera construit en 2010. Puis 4 autres en 2019 et à partir de 2020, ils en installent 2 temporaires entre les bâtiments de la tour de contrôle et les garages permanents. Le passage de la pré-grille à la voie des stands. 2005 était la seule opportunité de victoire pour Henri Pescarolo, car dès 2006, le diesel TDI des Audi arrive. Henri n'a pas manqué de critiquer cette nouvelle réglementation qui va plomber tous les espoirs des privés. Et encore une fois, il a raison. Audi revient en officiel au Mans, mais cette fois-ci, adieu la R8 et bonjour la R10 TDI. Avec cette technologie diesel, le constructeur allemand ne laisse aucune chance à ses adversaires. Mais cette course ne sera pas de tout repos pour Audi qui verra beaucoup de problèmes techniques entraver leur plan de marche. Mais ils s'en sortent malgré tout avec la victoire du trio Bila, Pirot, Werner. Pour la première fois de la décennie, Tom Kristensen ne gagne pas la course. Deuxième, on retrouve de nouveau Pescarolo avec Eric Hellary, Franck Montagny et Sébastien Loeb qui réussit l'exploit de monter sur le podium. Mais Audi devrait de nouveau avoir du challenge à partir de 2007, car Peugeot a annoncé son retour en 2005. Peugeot revient au Mans, un retour que le public français accueille très bien. Et ça délaisse un petit peu Pescarolo, c'est sûr. La 908 HDI FAP répond parfaitement à l'Audi, en tout cas en termes de performance. Stéphane Sarrazin prendra la pole position, mais des soucis de jeunesse viendront balayer les espoirs de Peugeot. Tom Kristensen accompagné de Capello et McNish mèneront la quasi-totalité de la course, mais devront abandonner en fin d'épreuve. Laissons la victoire au trio 2006 Biella, Pirot, Werner. Peugeot termine 2e et Pescarolo 3e. On savait que la première année ça allait être compliqué, c'est sûr. En revanche pour 2008, Audi a de quoi se méfier. Encore plus redoutable, les 908 semblent être prêtes à triompher. Et ça nous donnera une édition particulièrement intéressante. Sarrazin prend la pole position et malgré un super rythme, sa voiture connaîtra des problèmes de boîte. Mais les deux autres autos sont toujours là. Les Audi ne font pas le poids en termes de performance et font le dos rond. Et ils ont raison d'être patients car au début de la nuit, c'est la numéro 9 qui fait une sortie de piste et se retrouve à un tour. La numéro 2 de Kristensen, Capello, McNish s'avère être la meilleure carte pour Audi. Le duel l'oppose à la Peugeot numéro 7 de Minassian, Gené-Villeneuve. L'Audi consomme moins et parvient donc à tenir la Peugeot dans une fenêtre confortable. Mais le tournant de la course arrive avec la pluie. Peugeot est pris de court dans ces conditions qui leur sont encore trop inconnues. Audi joue de son expérience et d'une machine très bien huilée pour reprendre l'avantage. Peugeot est en train de perdre la course et tenteront des paris sur les pneus et sur les kits aérodynamiques en vain. Malgré leur vitesse de pointe supérieure, Peugeot s'incline et Tom Kristensen remporte une 8e fois les 24 heures du Mans. Grosse déception pour Peugeot.
Le Lion parvient finalement à passer au travers des 4 anneaux en 2009. La nouvelle R15 manque de performance et Peugeot semble avoir appris de ses erreurs. Stéphane Sarrazin décroche une 3e pole position consécutive et sa voiture, la numéro 8, qu'il partage avec Franck Montagny et Sébastien Bourdet, est au-dessus du lot. Mais comme on l'a vu depuis 1923, ce ne sont pas nécessairement les plus rapides qui s'imposent. Des problèmes relègueront la Peugeot numéro 8 derrière la numéro 9. Olivier Quesnel, le responsable du programme Peugeot Sport, fige les positions à mi-course. Peugeot remporte une 3e fois les 24 heures du Mans. Après la 905, c'est au tour de la 908. Alexander Wurz, Marc Gené et David Brabham remportent la course. Fun fact, en 1993, c'était le frère de David, Geoff, qui avait également remporté les 24 heures pour le compte de Peugeot Sport. Audi n'aime pas perdre et répond en 2010 avec la R15+. Mais encore une fois, la Peugeot est clairement au-dessus en termes de vitesse pure. Et comme on pouvait s'y attendre, les Peugeot prennent rapidement la tête mais montrent très tôt des signes de faiblesse. La numéro 3 de Bourdet, l'ami Pagenaud, abandonne en début de course. Mais à minuit, il y a malgré tout 2 Peugeot en tête avec une 3e 908 en embuscade. Celle prêtée au team Oreca de Hugues de Chaunac, encore un grand nom du Mans. Alors que Stéphane Sarrazin, Nicolas Minassian et Franck Montagny contrôlent la course et semblent enfin se diriger vers leur victoire, Franck se voit contraint de s'arrêter au matin du dimanche sur casse moteur. Terrible désillusion pour cet équipage méritant. La numéro 1 de Wurz Davidson gêné lui succède en tête, mais sa mécanique craquera également. Audi reprend la tête et on retrouve la Peugeot Oreca pilotée par Loïc Duval qui affole les chronos dans la dernière heure de course. Un podium est possible. Mais cette voiture cassera aussi. C'est une humiliation pour Peugeot. Après 2000, 2002 et 2004, Audi réalise un 4e triplé avec à sa tête Timo Bernhard, Mike Rockenfeller et l'Alésien Romain Dumas. Pour 2011, la réglementation évolue. La catégorie GT1 disparaît et le GT2 est remanié en GTE Pro et GTE AM. De plus, les réglementations moteurs en LMP1 évoluent et on se retrouve avec une 908 évoluée. Mais la grande interrogation, c'est la nouvelle Audi, la R18. Et il se trouve que pour 2011, ce n'est plus la Peugeot qui est plus rapide, mais bien l'Audi. Benoît Tréluyer prend la pole position et on s'attend à un nouveau bras de fer. Audi répond présent dès le départ, mais après seulement 1 heure de course, c'est le drame dans la descente de la Chapelle. Alan McNish a été trop impatient en attaquant la Ferrari 458 d'Anthony Beltoise, ce qui a conduit à un accident spectaculaire. Il s'en est fallu de peu pour que la R18 passe au-dessus du mur de protection. Les photographes et commissaires de piste ont eu beaucoup de chance, tout comme le public qui a reçu quelques débris. Alan McNish s'en sort lui aussi miraculeusement. Ce ne sera pas la seule frayeur d'Audi. Pendant la nuit, la tenante du titre pilotée par Mike Rockenfeller est victime d'une même incompréhension avec une Ferrari et s'écrase à presque 300 km/h dans le mur. L'obscurité nous empêche de voir clairement ce qu'il se passe. Là encore, le pilote s'en sort miraculeusement. Audi se retrouve alors à une voiture contre 3 et c'est un désavantage. Dans des conditions changeantes le dimanche, Peugeot peut tester des configurations pour la voiture qui joue la tête. Il s'agit de la numéro 9 de Bourdet l'ami Pagenaud. La Audi numéro 2 de Lotterer Fessler Tréluyer réussit à passer tous les pièges. On peut noter l'impressionnant quadruple relais de Benoît Tréluyer au petit matin ou le sang-froid d'André Lotterer en fin de course. La Audi numéro 2 et la Peugeot numéro 9 effectuent leur dernier arrêt en même temps et ne sont séparés que par 7 secondes. Mais l'Audi est plus rapide. Les larmes d'Olivier Quesnel témoignent de la tension présente. André ne flanche pas et porte son avance à 13 secondes. Peugeot échoue à seulement 13 secondes et Audi s'impose une 10e fois dans la Sarthe. La marque Ozano passe 2e en nombre de victoires. Peugeot occupe les 2e, 3e, 4e et 5e places. C'est un échec cuisant après l'humiliation de 2010. Mais pour le prestige du Mans, une épreuve de 24 heures qui se termine avec seulement 13 secondes d'écart, c'est incroyable. En début d'année 2012, alors que le WEC, le championnat du monde d'endurance, est créé, marquant ainsi la réconciliation entre la FIA et la CO, Peugeot annonce son retrait. Et Toyota est appelé en urgence pour anticiper son retour. Bon, avouons-le, il y a assez peu d'espoir pour Toyota de briller face à l'armada Audi, parce que, tenez-vous bien, Audi engage 4 voitures. Il y a tout d'abord 2 R18 Ultra, qui sont en fait les R18 TDI de 2011, mais encore allégés. Il y a également 2 R18 e-tron Quattro, qui sont les premières hybrides Audi engagées au Mans. Les Japonais s'offrent malgré eux l'image de la course avec un accident hyper spectaculaire en arrivant à Mulsanne, impliquant Anthony Davidson à bord de sa TS030 et un pilote Ferrari. Les 2 pilotes ont eu très chaud. Le trio Fessler, Lotterer, Tréluyer a dû se défendre bec et ongle contre Christensen, McNish, Capello.
Mais ce sont bien les vainqueurs de 2011 qui doublent la mise. 2012 marque également la fin d'une aventure. Henri Pescarolo a vécu son ultime édition. Victime de sérieux soucis financiers, Pescarolo Sport n'a pu participer à l'édition de 2010 et est revenu en 2011 après le rachat de Jacques Nicolet, le propriétaire de Hawk Racing, ainsi que Joël Rivière. Ce qui permit à Henri Pescarolo de revenir pour faire de la figuration désormais sous le nom Pescarolo Team. Il engage 2 voitures, la Pescarolo 03 numéro 16 pilotée par Emmanuel Collard et Stuart Hall, qui est en fait un châssis Aston Martin AMR1, et la Dom S102.5 numéro 17 confiée à Nicolas Minassian, Sébastien Bourdet et Seiji Hara. Malheureusement, les problèmes sont trop nombreux et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Henri Pescarolo dans la Sarthe, dans un triste anonymat. En 2013, pour les 90 ans des 24 heures du Mans, les Toyota sont un peu plus performantes, même si Audi garde son avance. Elles ne sont plus que 3 au passage, 3 Audi et 30 Quattro. Au moment du départ de la course, la météo est capricieuse et la piste peut être piégeuse. C'est alors qu'au bout de seulement 10 minutes de course, les caméras nous montrent brusquement une Aston Martin de GT-E-AM détruite. Celle-ci est pilotée par le Danois Allan Simonsen qui s'est sorti au tertre rouge. Avec les avancées conséquentes sur la sécurité, on n'arrive pas à croire les conclusions médicales. Allan Simonsen est mort. La mort revient aux 24 heures du Mans. Le dernier accident mortel remontait à 1997 lors des essais préliminaires avec l'accident de Sébastien Enjolras sur WR. Le dernier en course remontait à Joe Gartner en 86. On se souvient tristement de l'accident de 55 qui coûta la vie à 82 personnes. La course auto est dangereuse et au Mans, le public et de trop nombreux bénévoles ont payé le prix fort. Côté pilote, Allan Simonsen est le 22e et dernier à ce jour et on espère le dernier tout court à décéder sur ce circuit magnifique. Circuit magnifique mais toujours dangereux. Un accident qui secourra le paddock et particulièrement Tom Kristensen avec qui Allan était très proche. Cette édition 2013 est marquée par 5h30 de voitures de sécurité et au terme d'une édition morose de par cet événement et sa météo, Tom Kristensen s'impose une 9e et dernière fois aux 24 heures du Mans. Beaucoup critiqué par son agressivité, Audi a malgré tout continué de faire confiance à Allan McNish qui s'impose une 3e fois aux 24 heures du Mans. Quant au 3e pilote, il s'agit de Loïc Duval. Le Français sera d'ailleurs victime d'un terrible accident en essai en 2014 qui le mettra hors course. Audi dut rappeler en urgence son réserviste Marc Genet qui était engagé avec une autre équipe en LMP2. Cette édition 2014 est marquée par le retour de Porsche qui revient en endurance avec sa 919. Toyota a progressé et a d'ailleurs terminé 2e des 24 heures du Mans 2013 avec notamment un certain Stéphane Sarrazin. Le constructeur japonais court toujours après sa première victoire au Mans. On ne s'attend pas nécessairement à ce que Porsche soit en mesure de jouer la gagne. Leur voiture est toute neuve. Mais malgré tout, ils entendent bien se montrer. D'ailleurs, Timo Bernhard, Romain Dumas, Nil Yanni, Mark Lieb, Brandon Hartley et un certain Mark Webber y comptent bien. Durant cette édition de 2014, qui augure vraiment de très belles choses pour les années à venir, les 3 constructeurs mèneront la course. Mais Toyota se montre particulièrement redoutable avec son trio Wurz, Davidson, Nakajima. En fin d'épreuve, on retrouve de nouveau l'Audi de Tom Kristensen en tête. Le Danois semble se diriger vers une 10e victoire, mais leur voiture sera finalement ralentie par un problème technique qui permettra à la numéro 2 de Lotterer Fessler Tréluyer de revenir en tête après une course non sans histoire. Ce trio remporte leur 3e victoire au Mans et offre la 13e à Audi. Le non-nuple vainqueur de l'épreuve, Tom Kristensen, termine à une belle 2e place pour sa dernière participation. Il tire sa révérence en fin d'année. Pour 2015, Porsche compte bien remporter son 17e succès au Mans et ainsi stopper la domination Audi qui dure depuis 2000. Ils n'ont perdu que 2 fois depuis 2000, en 2003 et 2009. Ça fait beaucoup de victoires. Bah 13 du coup quoi. Pour cela, Porsche engage 3 voitures, 2 qui font toute la saison et une 3e en réserve, au cas où, confiée à 3 débutants en LMP1, Nick Tandy, Earl Bamber et un certain Nico Hülkenberg, pilote Force India en F1. Hülkenberg et Bamber sont rookies tout court au Mans. Attention à Toyota qui s'est montré particulièrement solide en 2014. On retrouve également en 2015 un autre constructeur japonais en LMP1, Nissan. Nissan revient donc en endurance avec un projet très bancal. Une voiture totalement anticonformiste à moteur avant. Elle a cependant la technologie hybride, enfin, sur les papiers, car jamais ce système ne fonctionnera en course. Pour leur retour, Nissan n'a pas manqué de faire une communication planétaire, faisant de cette apparition l'une des plus ridicules de l'histoire des 24 heures du Mans. Les voitures sont nulles et manquent de fiabilité. Cette histoire qui devait durer dans le temps sera finalement abandonnée après Le Mans. Merci, au revoir. Pour dire, j'allais rajouter une anecdote, mais balèque. Pour ce qui est des constructeurs sérieux, c'est un duel Porsche-Audi. Si Lotterer s'échappe en début de course, la Porsche numéro 17 de Bernhard Weber Hartley prend la tête lorsque l'Audi est victime d'une crevaison.
Mais peu avant minuit, c'est au tour de cette voiture de perdre la tête après une pénalité d'1 minute pour dépassement sous drapeau jaune. Émerge alors en tête la Porsche numéro 19 de Hülkenberg, Tandy, Bamber, qui était pourtant en retrait en début d'épreuve. Ce trio que personne ne voyait gagner face aux équipages expérimentés et à l'ogre Audi évite tous les pièges et décroche la victoire dans la Sarthe. Après 1998, Porsche est de nouveau au sommet avec cette 17e victoire et reprend de l'avance sur Audi. La marque Ozano est tombée. L'armada de Wolfgang Ullrich vivra même en 2016 sa dernière participation au Mans avant de se retirer du WEC. Un retrait précipité par le Dieselgate. Mais on se souvient d'eux pour avoir marqué l'histoire de cette course en remportant 13 éditions sur 15. Du jamais vu. Après avoir été transparent en 2015, Toyota compte bien revenir dans le match en 2016. Pour cela, le constructeur nippon arrive avec la nouvelle TS050. Toyota veut plus que jamais sa victoire au Mans. Oui, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais c'est parce que ça fait vraiment longtemps qu'il court après. Porsche réduit ses engagements à 2 voitures et le trio gagnant ne peut donc défendre ses chances. Hülkenberg reste en F1, tandis que Tandy et Bamber descendent en GT. Ce sera donc un 2 contre 2 avec Audi en embuscade. Ouais, les nouvelles R18, pourtant travaillées uniquement pour les 24 heures du Mans, seront plus lentes. Lors de la mise en grille, la pluie éclate et elle est très dense. Donc Eduardo Freitas donne le départ à un peloton de voitures regroupées derrière la safety car. Et celle-ci va rester en piste. Et elle va rester en piste. Et puis elle va rester en piste. Le départ est presque retardé d'1 heure. Les 23 heures du Mans sont donc lancées et Toyota prend la course à son compte avec le trio Sarrazin, Conway, Kobayashi. Cette numéro 6 est poursuivie par les Porsche. Les Allemandes seront d'ailleurs victimes de quelques problèmes qui permettront à la Toyota numéro 5 de prendre la seconde place. Comme ça, si la 6 est un souci, il y a du renfort. En outre en GT, on accueille le retour officiel de Ford qui engage 4 voitures. Elles sont numérotées 66, 67, 68 et 69. J'imagine que vous savez pourquoi. Cette Ford GT remportera d'ailleurs l'épreuve avec un certain Sébastien Bourdet qui triomphe enfin chez lui. Mais revenons à la course au général car la Toyota numéro 6 fait une sortie de piste à Maison Blanche. Elle sera reléguée 3e et la numéro 5 prend la tête. Ça semble tenir. Les hauts dirigeants de Toyota restent malgré tout impassibles. Ils savent que rien n'est jamais fini avant le drapeau au damier. Plus qu'1 heure de course, puis 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. La Toyota de Kazuki Nakajima a plus d'1 minute d'avance sur la Porsche. Toyota va enfin gagner. Les dirigeants nippons se détendent et laissent alors entrevoir un sourire. Mais à 6 minutes de l'arrivée, dans l'Inaudière, Nakajima hurle à la radio qu'il n'a plus de puissance. Cela dit, sa TS050 semble tenir le cap. Il faut résister et aller au bout. Mais quelques kilomètres plus loin, dans la dernière portion, cette Toyota numéro 5 roule vraiment à faible vitesse. L'écart fond comme neige au soleil. Niliani attaque. Si Brad Pitt a donné le départ de la course 23h56 plus tôt, on était loin d'imaginer pareil scénario. Digne de Hollywood, mais c'est bien réel. Kazuki Nakajima s'arrête dans la ligne droite des stands dans l'entame du dernier tour. La scène est surréaliste. Romain Dumas et Mark Libb se sautent dans les bras lorsque Niliani prend les commandes de la course à la toute fin. C'est terrible. Cette Toyota repartira, mais ayant bouclé son dernier tour en plus de 5 minutes, elle ne sera pas classée. Tout s'effondre pour ce constructeur décidément maudit au Mans. La deuxième place de la numéro 6 de Sarrazin, Conway, Kobayashi semble bien insignifiante. Porsche remporte sa 18e victoire aux 24 heures du Mans. Romain Dumas est à ce jour le dernier Français victorieux au Mans. Et Alès est très bien représenté sur le podium avec un doublé. Dumas premier, Sarrazin deuxième. Quant à Toyota, comment ne pas être piqué au vif après pareille défaite ? En réponse à cette défaite, Toyota engage enfin 3 voitures au Mans en 2017. Et Pascal Vasselon déclare que la TS050, cette fois-ci, elle est réellement prête pour le Mans, elle est prête pour battre Porsche. Le départ de l'édition 2017 est excellent pour Toyota qui, avec les 2 voitures principales, la 7 et la 8, contrôle la course. La 9 perd du temps sur son site de portière. Cette bonne entame de course est renforcée par les problèmes de la Porsche numéro 2 de Bamber Bernard Hartley qui s'arrête pendant plus d'1 heure. À la tombée de la nuit, Toyota contrôle toujours la course même si la Porsche numéro 1 est toujours dans les parages avec ni Tandy, de retour en LMP1, ni Liani, tenant du titre, et André Lauterer, triple vainqueur de la course avec Audi. Mais la nuit des 24 heures du Mans 2017 restera dans les mémoires des fans de Toyota. N'est-ce pas, Alex ? Eh oui, 2017, l'année où je reviens au Mans après ne pas y être allé depuis 2011. J'ai toujours été un grand fan de sport automobile, particulièrement japonais. Depuis gamin, je joue à Gran Turismo, où j'utilise les voitures de Super GT à l'époque, les fameux GT500, les Toyota Supra, les Nissan Skyline. Je suis fasciné par les Mitsubishi Lancer Evolution, bref, j'ai toujours beaucoup aimé le Japon en termes d'automobile et de sport automobile. Peu avant 23h, Buemi dans la numéro 8 est victime d'un problème de frein. Le Suisse avait pourtant prévenu son muret qui n'avait rien fait. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de capteur à cet endroit. Nous avons détaillé ces problèmes dans la première partie des éditions mythiques.
Il s'agit donc d'un moteur de liaison entre le frein et le récupérateur d'énergie pour le moteur électrique. Aucun capteur donc n'a pu déclarer cette panne. La Toyota est rapatriée dans le garage et sera immobilisée pendant près de 2 heures. C'est fini pour la 8, mais il reste encore la numéro 7 qui compte 1 minute d'avance sur la Porsche. Mais à minuit 44, c'est la numéro 7 qui est au ralenti. Problème d'embrayage. La TS050 s'arrête et repart à plusieurs reprises. Le pilote tente de ramener la voiture sur la partie électrique, mais les batteries seront vides au virage Porsche. Après les déboires de Toyota, c'est le constructeur allemand qui a pris la course à son compte. C'est une déroute pour les Japonais, mais il reste encore la 3e voiture, la numéro 9. On demande à Nicolas Lapierre d'enchaîner les chronos pour revenir sur la Porsche de tête. Mais 40 minutes après l'abandon de la numéro 7, la numéro 9 s'accroche avec une LMP2 à la courbe Dunlop. Le capteur de pression des pneus casse dans le bac à gravier, et Lapierre reprend sur un rythme normal. Mais il est victime d'une crevaison lente qui arrache tout à l'arrière gauche de la voiture. La boîte de vitesse est endommagée et le faisceau électrique arraché manque de déclencher un incendie. Nicolas tente malgré tout de revenir, mais il est victime d'une crevaison qui arrache tout à l'arrière gauche de la voiture. La boîte de vitesse est endommagée et le faisceau électrique de la boîte est mort. La voiture roulant principalement en faux régime, ceci cause des problèmes d'allumage qui créent d'impressionnantes flammes à l'arrière. Nicolas tente malgré tout de revenir au stand sur l'électrique, mais alors qu'il arrive dans la voie d'entrée des stands, sa Toyota s'arrête définitivement. En moins de 3 heures, Toyota a perdu ses 3 voitures dans des concours de circonstances bien malheureux. La Toyota numéro 8 terminera quand même, mais à de nombreux tours de la tête. L'humiliation est encore plus grande qu'en 2016. Porsche se dirige alors tranquillement vers la victoire, mais le dimanche matin, André Lauterer doit garer sa 919 à la fin des Hunaudière. Problème mécanique et c'est de l'abandon. Toutes les Porsche et toutes les Toyota ont soit abandonné, soit connu de très sévères problèmes qui les ont énormément retardés. Donc, qui retrouve-t-on en tête? Ouais, incroyable, une LMP2 Oreca, celle du Jackie Chan DC Racing. Mais bon, soyons lucides, en fait, il n'y avait que peu d'espoir pour cette voiture, car à ce moment-là, chez Porsche, on demande au pilote de la numéro 2 de tout donner pour remonter. Peu avant la dernière heure de course, le trio Bamber, Hartley, Bernard se retrouve aux commandes d'une course qu'il semblait avoir définitivement perdue en début d'épreuve. Porsche remporte donc une 19e fois les 24 heures du Mans. Ce podium final est quand même truffé de surprises. La voiture gagnante a perdu 1 heure en début de course. Et puis elle est accompagnée de 2 LMP2. La Jackie Chan DC Racing numéro 38 et puis une Vaillante. Rebellion a en effet marqué les esprits en arborant une superbe livrée Vaillante sur ces 2 voitures. Si la numéro 31 qui affichait sur ses pontons les noms de Prost et Senna a fait une très belle course, c'est bel et bien la numéro 13, ouais, la numéro 13 où l'on retrouve notamment le nom de Piquet qui termine sur le podium. Mais cette joie sera de courte durée car cette voiture sera disqualifiée après la course pour une intervention illégale. Ainsi, la Jackie Chan numéro 37 prendra la 3e place au général. Et vous savez quoi? Porsche se retire en fin d'année. Ouais, c'est brutal. Après le départ d'Audi, puis de Porsche, Toyota se retrouve toute seule dans la Sarthe à partir de 2018. Et cette fois-ci, on ne voit pas comment la victoire pourrait leur échapper. La CO réajuste les règlements techniques en faisant jouer la BOP, l'équilibre de performance, afin de garantir un semblant de spectacle et permettre aux non-hybrides de revenus en force défendre leurs chances. Parmi les plus sérieux, nous avons Rebellion qui est présent au Mans depuis 10 ans et SMP qui est géré par Art Grand Prix. Cette désertion n'est malheureusement pas un cas isolé car en GTE, les constructeurs se retirent également. En revanche, une catégorie qui s'en sort bien, c'est le LMP2 qui a trouvé sa formule. Oreca a progressivement pris le monopole avec sa 07 qui s'avère bien au-dessus de Ligier ou d'Alara. Avec chacun le même moteur, la compétition est très serrée et le spectacle est garanti. Mais le grand public regarde surtout les batailles au sommet et pour le coup, c'est assez triste. Toyota accueille cependant un certain Fernando Alonso, lassé de ses galères en F1 chez McLaren. L'Espagnol découvre Le Mans avec sérieux et fera parler son talent durant la nuit, permettant à sa voiture, la numéro 8, de s'ouvrir un beau chemin vers la victoire. Cette fois-ci, pas de problème technique, pas d'accrochage. Toyota remporte enfin les 24 heures du Mans. Ce n'est peut-être pas la plus belle des victoires, mais elle est méritée dans le sens où ce sont les seuls qui ont joué le jeu de la réglementation voulue par la FIA et la CO. Eux, ils sont restés. Ça n'a plus la même saveur et Toyota regrette également de gagner comme ça. Mais bon, il faut quand même leur attribuer un petit peu de mérite. En 2019, c'est la Toyota numéro 7 de Conway, Lopez, Kobayashi qui semble se diriger vers la victoire. Mais un problème suivi d'un peu de précipitation leur fera perdre la course. Et c'est la numéro 8 d'Alonso, Buemi, Nakajima qui conserve finalement son titre. Après Rebellion en 2018, c'est SMP qui termine 3e en 2019 avant de se retirer à leur tour. Le LMP1 est absolument hors de prix et c'est ce qui est en train de le tuer. La FIA et la CO sont en train de plancher sur un nouveau règlement
qui va attirer de nouveaux constructeurs. Mais c'est pour 2021, c'est bien évidemment l'hypercar. Les constructeurs se montrent intéressés, mais il faudra être encore un peu patient. Mais en 2020, tout s'arrête. La course est reportée à cause de la pandémie mondiale. Comme en 1968, il se tiendra en septembre, mais pour la première fois de son histoire, à huis clos. L'édition a lieu, mais ce n'est pas pareil. Il manque l'essentiel. Ce public, présent par centaines de milliers, qui vit la course et qui la rend exceptionnelle. Présent depuis 1923, est véritable acteur de cette course, passant de 120 000 en 1939 à 185 000 en 1949 pour le retour. 367 000 en 1967, c'est le record. Moins nombreux dans l'ère moderne à cause des réaménagements pour la sécurité, on passe régulièrement chaque année la barre des 250 000 spectateurs. Ils étaient 263 000 en 2016, le record de la dernière génération. Et cette année, pour les 100 ans, les billets se sont vendus à vitesse record. L'édition de 2020 n'est pas révolutionnaire, et voilà Toyota numéro 8, cette fois-ci avec Hartley à la place de Alonso, remporter une troisième fois consécutivement les 24 heures du Mans. Le public revient à hauteur de 50 000 personnes en 2021 et c'est l'autre Toyota qui s'impose sans concurrence. Il s'agit de la première édition de la nouvelle réglementation hypercar, mais il faudra attendre 2023 pour véritablement voir les constructeurs arriver. 2021 est surtout marquant pour la course en LMP2 car un remake de 2016 a lieu. Dans le dernier tour, la WRT 41 de Yeh, Deletraz, Kubica ralentit et s'immobilise dans la descente de la Chapelle. Dans l'équipe de Vincent Voss qui se retrouve partagée en deux, car avec cet abandon, c'est la voiture sœur, la numéro 31 de Milesi, Fringe Habsburg, qui prend la tête de la course, mais dans son aileron se retrouve la Jota numéro 28, Robin Fringe contre Tom Blomqvist pour la victoire au Mans. La Jota se rapproche et les deux voitures arrivent sur la finish line quand les Toyota la franchissent au ralenti. Tant pis, il faut foncer dans le tas et le préposé au drapeau manquera de se faire faucher. Il s'en est fallu de peu. Pour la 90e édition des 24 heures du Mans, Toyota réalise un nouveau doublé et c'est la numéro 8 qui retrouve la victoire. Le constructeur japonais porte son nombre de victoires à 5. Mais cette domination Toyota sera toujours associée à un manque de concurrence. Pour donner l'impression de mériter ses victoires, il faudra donc triompher face à du challenge. On l'a vu au travers de ce long récit, les 24 heures du Mans ce sont des cycles. Après plusieurs années moroses, un nouvel âge d'or se profile. Un peu comme en 98 et 99 où beaucoup de constructeurs s'engageaient pour gagner. Toyota devra se défendre et enfin prouver son mérite face à Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac, Glickenhaus et Van Wall. Depuis 100 ans maintenant, en juin dans la Sarthe, le départ d'une course ô combien difficile est donné. Elle regroupe quelques-uns des meilleurs pilotes, des meilleurs ingénieurs, constructeurs, sponsors, technologies, mais aussi des amateurs, des purs passionnés pour qui le simple fait de prendre le départ de cette course est une victoire. Le tout devant des millions de passionnés. Un jour de course, 24 heures d'angoisse, 1440 minutes de tension, de stress, de joie, de colère, de tristesse, 86 400 secondes de magie. Le Mans, c'est 100 ans d'histoire où chaque seconde compte. Si je devais résumer Le Mans c'est un circuit, l'un des plus rapides au monde, l'un des routiers les plus rapides au monde, malgré les chicanes. Le Mans, ce sont les voitures les plus mythiques de l'histoire automobile, elles ont toutes couru au Mans. Le Mans, ce sont les pilotes, évidemment, des plus légendaires, champions du monde de F1, d'endurance ou de rallye, jusqu'aux pilotes amateurs qui se font un plaisir fou en se payant les 24 heures. Le Mans, c'est l'aube, la nuit, l'aurore, la pluie, le soleil, le brouillard. Ce sont les odeurs de merguez, d'herbes piétinées, c'est l'odeur de la forêt. C'est aussi un peu l'odeur de la bière, ouais. Le Mans, ce sont les records du Tour, les sorties de piste, les accidents, les dépassements, les joies, les drames, le drapeau à damier. Le Mans, c'est une histoire tellement dense. On vous l'a faite en 4 tomes, on aurait pu la faire en 40 ou en 400. Le problème, Jules, c'est que pour le bicentenaire, ça va nous faire encore plus de taf. Puis moi, va falloir me remplacer, je pourrais pas. On l'a vu au long de nombreuses époques différentes dans la Sarthe, il est toujours difficile d'avoir beaucoup de constructeurs qui se battent pour la victoire à armes égales. Il faut espérer qu'avec les efforts consentis des différents constructeurs et de la CO, on puisse enfin avoir une nouvelle période dorée au Mans. Espérons maintenant que dès cette édition 2023, nous verrons les différents constructeurs se battre enfin pour la victoire, si ce n'est à armes égales, avec une vraie bataille en piste. C'est tout ce qu'on veut aux 24 heures du Mans.
Quant à moi, eh bien, je remercie Laurent Chauveau et Alex, le dormeur du Val, pour leur participation à la série. J'espère sincèrement que cette série vous a plu. Alors, je m'y suis pris vraiment au dernier moment. Ça fait 3 mois que j'y travaille dessus, mais c'était pas assez. Il me fallait encore plus de temps, mais j'ai pas vu le temps passer. J'espère en tout cas que la qualité aura été présente. J'espère sincèrement que ça vous a plu. C'est le cas, vraiment. Pensez aux 5 gestes importants, surtout le partage, quoi. Si vraiment ça vous a plu, pensez au partage. Mais sinon, voilà, hein, je vous mets plein de liens en description, les liens de Laurent Chauveau, allez le suivre sur sa chaîne YouTube et sur son site. Vous pouvez aller me suivre également sur les liens que je vous ai mis qui me concernent. Et voilà, si jamais vous avez rien d'autre à foutre et vous êtes curieux, vous savez quoi faire, c'est à votre disposition en tout cas. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les 24 heures du Mans. À la prochaine. Et peut-être à ce week-end pour ceux qui seront également aux 24 heures du Mans, parce que j'y retourne. 2011, la dernière fois que j'y suis allé. Et là, j'y retourne. Normalement, à l'heure où sort cette vidéo, je suis sur le trajet. Comment est-ce possible? Pourtant, je suis présent ici. Eh ouais, mais ça, c'est la magie d'Internet. Que vous avez tous compris, donc il n'y a vraiment aucun suspense. Voilà. Eh ben, super, mais maintenant, on va reprendre les séries de vidéos classiques. Hein. Oh, c'est bien aussi. Voilà. Faut que ça reste exceptionnel, ce genre de série. Même si c'est bien, quoi. Des bisous.